Berceau de la vie, la Terre se place dans le système solaire comme la planète bleue tant elle regorge d'eau. Malgré cela, son nom ne vient pas de cette caractéristique et n'est même pas lié à une divinité comme Mercure, Vénus ou Mars par exemple. Son nom peut néanmoins s'apparenter à Terra, divinité romaine de la Terre, mais en anglais ou même en allemand, Earth and Erde, respectivement, ne fait pas référence à une divinité. Mis à part cela, bien que nous soyons terriens, nous apprenons encore de nouvelles choses sur notre planète et il en reste beaucoup à découvrir. On va donc faire un rapide historique de notre bonne vieille Terre, mais je préciserai si on a affaire à une théorie ou à la vérité, car je ne veux pas diffuser de la mésinformation. Ceci étant dit, entamons enfin notre chronique autour de Vénus. La Terre, comme vous le savez peut-être déjà, est la troisième planète la plus proche du Soleil et est composée à 70,9% d'eau en surface, d'où le nom de planète bleue. Hormis cela, son atmosphère est composée à 75% d'azote, 21% d'oxygène, et le reste est composé de traces d'argon, de dioxyde de carbone et d'eau. En elle-même, la Terre est divisée en 6 couches qui, en allant de l'extérieur vers l'intérieur, sont la lithosphère, la sténosphère, le manteau supérieur, le manteau inférieur, le noyau externe et le noyau interne. Faisons machine arrière en expliquant un peu plus ce que je viens de vous barguiner. Le noyau est composé d'une partie interne, solide, essentiellement composée d'alliage de fer et de nickel maintenu solide, malgré une température supérieure à 5000 degrés Celsius à l'aide d'une pression suffisante. Le noyau possède alors aussi une partie externe, elle qui est cette fois-ci liquide, et composée de ces mêmes alliages de métaux, mais cette fois-ci sous forme liquide. Au-dessus de cela, le manteau recouvre le noyau, et est un solide élastique et non liquide comme on pourrait le penser. Il représente environ 84% du volume terrestre. Il est séparé en deux parties distinctes avec quelques propriétés qui diffèrent. Pour recouvrir le tout, la croûte ou l'ensemble de la lithosphère et de la sténosphère représente 1,5% du volume terrestre et est essentiellement composé de granit surmonté par endroits de roches sédimentaires. Toutes ces roches font arriver la masse totale de la Terre à 6000 milliards de tonnes, mais elles arrivent malgré tout à faire leur tour sur elles-mêmes en 23,934 heures et à faire une révolution en 365,25 jours, d'où le fameux jour tous les 4 ans. Bien, maintenant que nous avons vu les informations essentielles de la Terre, remontons dans le temps et voyons comment nous en sommes arrivés là. Il y a de cela 4,5 milliards d'années, le système solaire était une nébuleuse qui commençait à tourner sur elle-même sous l'effet de la gravité. Les éléments légers sont restés au centre, quant aux éléments lourds, ils se sont éloignés du centre, dû à la force centrifuge. Ces éléments légers sont ceux qui constituent aujourd'hui le Soleil. La Terre, quant à elle, s'est formée dans une région où le silicium était présent en abondance, ce qui explique qu'il soit le constituant majeur de la croûte terrestre. Compte tenu de sa faible masse comparée aux différents amas de fer, le silicium est resté sur la croûte, tandis que le fer et le nickel, plus lourds, forment le noyau de l'ancêtre de notre planète. Un amas de particules s'est donc agglutiné progressivement, formant un énorme nuage très chaud, allant de 2200 degrés Celsius à 3300 degrés Celsius, ayant une pression très importante de l'ordre d'une dizaine d'atmosphères. On nomme plus communément la synétie terrestre cet amas chaud et chaotique que va devenir la Terre. Selon une nouvelle théorie sur la formation de la Lune, plus cohérente avec les observations faites sur l'échantillon ramené de l'astre de la nuit, ce petit astre serait né dans cette fameuse synétie terrestre. Des fragments de roches vaporisés se sont associés et ont formé la première graine de la Lune. Le corps s'est ensuite refroidi en atteignant la surface de la synétie et a emmagasiné d'autres roches qui gravitaient autour, gagnant en taille et en masse jusqu'à devenir l'astre qu'on connaît aujourd'hui. Je rappelle que c'est uniquement une théorie, mais elle n'avance pas de contradiction apparente contrairement à celle qui implique la collision de la prototerre avec Theia, un corps de la taille de Mars. Pour revenir à cette ancienne théorie, lors de la collision entre la Terre ou prototerre et Theia, une grande partie de la masse lunaire aurait dû provenir de Theia, et la Lune aurait donc eu une empreinte isotopique différente de celle de la Terre. Or, ce n'est pas le cas. Néanmoins, on ne peut pas confirmer la théorie juste avec cette argumentation. Des recherches plus approfondies sur le sujet devraient être réalisées pour trancher dans les années à venir. Bien, après plusieurs millions, voire milliards d'années, de multiples pluies de météorites auraient apporté de la glace, donc de l'eau, sur Terre, refroidissant peu à peu une Terre chaude et inhospitalière pour la vie. Toute cette eau forme peu à peu des océans, et la Terre prit doucement et sûrement la forme qu'on connaît actuellement.
Je ne rentrerai pas dans les détails quant aux différents états que la Terre a connus. Ceci requiert une vidéo dédiée à part entière sur le sujet, tant le sujet est vaste. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressé par ce sujet. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous avez appris un peu plus sur notre bonne vieille Terre. Sur ce, je vous dis à l'eurovoyure autour de Vénus.